session sur la pause déjeuner. Donc, je suis Agnès Lecomte, enseignant-chercheur en marketing à l'Université Bretagne Sud, à l'IE Bretagne Sud, à Vannes. Et puis, je vais co-animer ce séminaire avec Florence Deferrand, qui est enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. Donc, ce webinaire, il s'intègre dans un groupe de travail qu'on anime au sein de l'Association française de marketing. C'est un groupe de travail voilà, qui a pour vocation à nous aider à y voir plus clair sur l'enseignement des limites planétaires dans le marketing. Et donc, on organise ce deuxième webinaire de l'année. Le premier avait eu lieu en novembre. Le premier webinaire portait sur l'enseignement des limites planétaires dans les formations en marketing. Il a été enregistré, il est disponible sur la chaîne YouTube de l'AFM. De la même façon, le webinaire d'aujourd'hui, qui dure 1 heure, sera aussi, est d'ailleurs enregistré et sera disponible pour un replay sur la chaîne YouTube de l'AFM dans quelques jours. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les modèles d'affaires durables. Ce sont des webinaires ouverts à tous, donc bienvenue aux enseignants-chercheurs d'un peu partout de la France, et puis aussi peut-être aux praticiens qui sont là, aux professionnels du marketing. On est heureux de les accueillir s'il y en a parmi nous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux experts des modèles d'affaires durables. Donc, Sienne Dekili et Xavier Lecoq. Donc, on va les laisser se présenter. Juste, je vais annoncer peut-être, avant de leur donner la parole pour qu'ils se présentent, le déroulé. On va se donner à peu près 40 minutes de présentation de leur part, de discussion de leur part. Vous avez tout à fait la possibilité pendant ce temps-là de noter vos questions dans la discussion ou de les garder. On se donnera une quinzaine de minutes sur la fin pour répondre aux questions qu'il y aurait de votre côté. Alors, on vous demande idéalement de couper votre micro dans la première partie du webinaire pour pas qu'il y ait d'interférence. Et puis surtout, de ne pas hésiter par contre à les rallumer pour le dernier quart d'heure. Alors, Siem et Xavier, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots déjà? Je peux démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Agnès et Florence pour l'invitation à ce webinaire sur un sujet très important et qui me touche particulièrement. Donc moi je suis Siem Dekili, je suis professeure en marketing durable à l'ESCA École de Management et donc j'ai créé récemment un institut sur la mode éthique et la consommation écologique dans lequel nous travaillons, chercheurs et acteurs du secteur sur la transformation du secteur de la mode. Et bonjour, je suis Xavier Lecoq, je suis professeur de stratégie à Lille. Je me suis rendu compte en préparant ce webinaire que je travaille depuis maintenant plus de 20 ans du coup, sur les business models. Donc ça fait un temps long, mais avec des tas de renouvellements, et notamment ce thème des modèles soutenables. Et puis j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef invité du numéro spécial de décision marketing sur marketing et business model durable, coédité du coup avec Elisa Monod, qui je crois que je l'ai vu dans ce webinaire, et avec Benoît 2000. Et donc merci aussi à Agnès et Florence pour tout le travail de préparation de ce webinaire. Merci à vous en tout cas de vous être rendu disponible. Et Flo, je te passe la parole. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler un peu des modèles d'affaires durables. C'est vrai qu'on avait vu dans notre précédent webinaire comment on pouvait intégrer les limites planétaires à nos enseignements en marketing, et naturellement, cette question de la réflexion sur les modèles d'affaires s'est fait. Donc, pour commencer, Xavier, du fait de ton expertise dans le domaine, puisque ça fait un certain temps que tu travailles dessus, est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler la notion de modèle d'affaires? Comment on aborde en fait cette thématique, puisque c'est pas nécessairement quelque chose d'assez évident pour un marketeur a priori. Alors effectivement, le business model, donc business model, modèle d'affaires. Alors il y a parfois des gens qui font une distinction, mais enfin très honnêtement, je pense que c'est des équivalents. Le business model, c'est un terme qui est apparu au moment du développement d'un autre terme qui est celui de start-up. Il fallait tout simplement que des gens puissent raconter ce que c'est leur activité. Et quand on y réfléchit, pour décrire une activité avant,
on n'avait pas 50 possibilités. Soit on disait dans quel secteur d'activité on était, une approche très produit ou très, très portérienne si on pense secteur d'activité. Et puis, sinon, on se retrouvait à parler du nombre de salariés, du chiffre d'affaires, etc. Mais on n'avait pas de moyens, finalement. Il y avait un vrai problème pour dire, mais mon entreprise, elle fait quoi, elle fonctionne comment? Et donc, l'entreprise, comment elle fonctionne, bah, c'est ça que remplit comme vide le terme de business model qui va émerger dans le tournant, on va dire, des années 2000, mais qui va en réalité exploser à partir de 2010. Avec un point qui est assez important, qui est que derrière cette idée de business model, il y a l'idée de dire qu'il y a plusieurs manières de faire dans chaque activité. Il y a plusieurs modes de fonctionnement alternatifs. Donc, c'est une sorte de fin du one best way. C'est parce qu'on est dans un secteur d'activité et qu'on dit je suis boulanger que on se lève forcément à 4 heures du matin pour faire du pain qui va être vendu ensuite, etc., par la famille. Donc, on peut avoir plein de manières de mener une activité. Et du coup, ça permet aussi de rendre compte, avec le terme de business model, on a fait apparaître par exemple le terme de business model sociaux, d'entrepreneuriat social, etc. C'est-à-dire des termes qui sont à peu près concomitants et qui arrivent pour désigner le fait qu'on peut faire des activités, mener des activités de manière différente. Avec un petit point important pour le marketing, c'est que le marketing, naturellement, puisqu'il s'intéresse à l'offre et aux clients, est super bien positionné pour pouvoir parler de business model. Mais ça veut dire aussi du coup d'avoir une vision plus large. Siem y reviendra tout à l'heure. On peut passer à la suite, Siem, si tu veux. Alors voilà, je vous ai juste mis on vous a mis un exemple qui est un exemple super classique, qui est très vieux mais qui est assez génial, qui est la représentation par Jeff Bezos d'Amazon. Et ça nous montre que dans le business model, il y a modèle. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'avoir une représentation à un moment. Ça montre aussi que c'est une question de cercle vertueux, le plus possible, on essaye, mais parfois, du coup, non vertueux, voire vicieux, mais qu'il y a en fait des boucles de performance. Ça, c'est un point intéressant. Et surtout, ce que je voulais vous montrer là, c'est que dans l'absolu, ce qui frappe là, par exemple, sur ce business model d'Amazon en 2001, c'est que Jeff Bezos s'en fout de dire qu'il vend des bouquins à l'époque. C'est-à-dire que dans l'absolu, on peut penser à un business model presque sans se préoccuper du produit. Alors bien sûr, c'est une aberration, ce serait une aberration, mais c'est pour vous montrer que on peut aller jusqu'à représenter une activité et décrire le moteur de l'activité, ce modèle d'affaires, le moteur de l'activité, presque en se disant que peu importe dans quel secteur on est. Et ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les clients, on ne sait pas qui sont les vendeurs, et on ne sait pas ce que sont les produits, et pourtant on arrive quand même à avoir un business model. Et c'est d'ailleurs parce que, on peut d'ailleurs se dire que c'est parce que Jeff Bezos le pense comme ça à cette époque, qu'il est capable ensuite de se développer dans tous les produits et dans tous les secteurs finalement, juste en déployant un business model. Est-ce que tu peux nous expliquer les éléments du schéma, peut-être, Xavier, pour qu'on comprenne bien ce business model d'Amazon? Oui, donc là, on a un archétype de business model de plateforme, du coup, dans lequel, en fait, on va avoir plusieurs boucles de performance. Une première boucle de performance donc, qui fonctionne sur les externalités de réseau, c'est-à-dire plus il y a de vendeurs qui sont sur la plateforme, plus je propose une sélection de produits importante, plus ça améliore l'expérience client, plus ça crée du trafic, plus ça attire des vendeurs. Et donc ça, c'est une boucle d'externalité de réseau classique de plateforme. Et puis évidemment, au fur et à mesure que cette boucle tourne, eh bien, on a une deuxième boucle qui se met en place, qui est des effets d'échelle notamment, et qui permettent une baisse de la structure de coûts. Et en fait, du coup, le point que tu soulèves, Agnès, il est intéressant parce que ça nous permet de nous rendre compte que ce qui est formidable pour moi, peut-être que ça vous intéressera un peu moins, mais en tout cas, moi, je trouve ça passionnant pour la question, c'est qu'en fait, on se retrouve, quand on parle de business model, à passer dans une même boucle, en fait. Dans une même boucle, on passe du marketing à la supply, à la finance, à la tech, et en réalité, en fait, nos processus de performance ne sont pas des processus qui sont inscrits en finance, en contrôle, en OP ou en marketing. On le sait toutes et tous intuitivement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le business model, on fait vraiment vivre
ces processus et ces boucles sans être dans une fonction ou dans une discipline. Petit point important quand on parle de business model, c'est que puisque on s'intéresse à différentes manières de faire et de mener une activité, on utilise très très peu des concepts traditionnels de stratégie comme l'avantage concurrentiel, qui signifierait qu'on est tous en train de faire la même chose et de vouloir doubler son concurrent. Pour moi, le monde de l'avantage concurrentiel, c'est celui où tout le monde se met sur la même piste de course. Le monde du business model, c'est celui où on choisit où on va courir, ce qu'on va faire, si on va faire du saut en hauteur, etc. Parce qu'on peut avoir des objectifs hyper variés. On peut vouloir créer une entreprise pour qu'elle se développe, on peut vouloir créer une entreprise pour la transmettre, on peut vouloir créer une entreprise pour garder un contrôle familial, on peut vouloir créer une entreprise pour qu'elle joue un rôle social et qu'elle assure de la réinsertion. On peut vouloir créer une entreprise pour qu'elle ait un impact le plus faible possible ou qu'elle préserve un impact le plus faible possible sur la nature, ce qui veut dire que du coup, on utilise des concepts de création et de capture de valeur. Par exemple, juste pour vous donner un petit exemple, et Siem développera cette partie-là de manière plus précise tout à l'heure, mais juste pour vous donner un exemple, on peut très bien concevoir qu'on est capable de capturer de la valeur. Par exemple, si on vend du café, on est capable de capturer de la valeur, mais si on décide de dire à son fournisseur qu'on le paye plus cher parce qu'on fait du commerce équitable, eh bien en réalité, ça veut dire qu'on a accepté de ne pas capturer une valeur qu'on aurait pu capturer. Donc par exemple, un business model social s'explique tout simplement par je pouvais capturer une valeur à cause de mon pouvoir de négociation, mais je choisis de ne pas la capturer. Et donc, avec création et capture de valeur, on est capable de décrire des tas de situations différentes quand on parle de modèle d'affaires. Ok. Alors, c'était la diapo 4 que tu étais en train de nous commenter, je crois. Voilà, c'était bien effectivement cette. Ouais. Oui, alors je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais c'est pour vous présenter un petit papier pour incarner création et capture de valeur. Il y a un texte que je trouve formidable d'Alina Sorescu et puis ses collègues en 2011 dans Journal of Retailing, qui est un des seuls articles vraiment qui dit clairement, en marketing, par exemple, c'est quoi de la création de valeur et c'est quoi l'équivalent de la capture de valeur. Et là aussi, on voit que y a d'un côté du marketing et de l'autre côté, il y a des opérations et que c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, par exemple, tout ce que je fais pour faciliter la vie du client, customer efficiency, tout ce que je fais pour assurer un service de qualité au client, et puis tout ce que je fais pour générer de l'engagement avec le client et les efforts en branding, etc. Tout ça, ça crée de la valeur pour mon client. Et à l'inverse, ma propre efficience opérationnelle, ma propre efficacité dans ma manière de délivrer et la capacité à convertir l'engagement du client en effet de lock-in de ce client, eh bien, permet la capture de valeur. Et donc, ce que font Sorescu et ses collègues, je vous encourage à aller voir si ce thème vous intéresse, c'est vraiment de décrire très concrètement dans le retail des process hyper détaillés de création et de capture de valeur. Et c'est extrêmement bien fait parce que ça incarne totalement création et de capture de valeur. Un problème qu'on a tous, du mal à incarner ces notions dans les cours, je trouve. Donc, merci pour cette petite mise en bouche, Xavier, sur les modèles d'affaires en général. Ça me semblait important de revenir sur ces concepts avant de venir sur le sujet plus central de ce webinaire, qui est le modèle d'affaires durable. Et donc, pour prendre un peu ce sujet, voilà, pour le découvrir, ce qui nous semblait important, c'était que vous puissiez nous expliquer à tour de rôle, tous les deux, comment est-ce qu'on le positionne, enfin le définir avec vos mots et aussi nous expliquer comment est-ce qu'il se distingue de votre point de vue de concepts qui peuvent sembler proches, tels que la RSE, l'économie circulaire, l'éco-conception, l'innovation durable. On entend tous ces concepts dans le monde des entreprises et on avait envie peut-être de vous entendre nous expliquer en quoi le modèle d'affaires durable se distingue de toutes ces notions. Oui, alors peut-être rappeler du coup qu'une fois qu'on a ce terme de business model ou de modèle d'affaires, effectivement,
à partir du moment où on va inclure des questions de soutenabilité sociale et environnementale, et donc de dire finalement on peut ajouter d'autres éléments que de la création de valeur économique ou de la capture de valeur économique, on se met à avoir du coup un business model qui rentre dans un autre domaine et avec potentiellement d'autres boucles. Et Siem reviendra sur les distinctions fines entre les différents éléments. Il faut savoir par contre que la littérature, elle est assez fragmentée. C'est-à-dire qu'on a une littérature qui, d'un côté, s'est orientée vers Sustainable Business Model. Alors, le business model, il est de fait supposé soutenable, mais on voit bien qu'en fait, c'est un chemin et que c'est très difficile d'y aller. Et donc, ce que moi, je préfère, par exemple, c'est business model for sustainability, c'est-à-dire travailler un business model qu'on améliore au fur et à mesure et qui tend vers plus de soutenabilité progressivement. On a les circular business models, on a les regenerative business models, donc il y a un vocabulaire assez large, avec à chaque fois des questions de préservation, voire de création de valeur sociale ou environnementale, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Peut-être le slide d'après pour vous montrer, moi, le point de départ que j'utilise souvent dans des séminaires ou dans des sessions, et vous avez peut-être déjà vu passer ça. Donc ça, c'est un modèle du donut de Kate Raworth. Alors Kate Raworth, c'est une économiste, mais qui a en fait bossé chez Oxfam pendant une dizaine d'années et qui a commencé à développer ce modèle il y a une dizaine d'années à peu près. Et c'est assez intéressant parce qu'on y retrouve en fait les objectifs de développement durable de l'ONU, pour faire simple. Et puis, en gros, vous voyez que vous avez d'un côté tous ceux qui touchent aux limites planétaires, et puis de l'autre côté, tous ceux qui touchent aux individus, au social et à l'humain. Et le raisonnement de ce donut, et ça marche très bien pour générer des discussions en cours, le raisonnement, c'est de dire, finalement, en fait, si on crée une activité et qu'on développe une activité, quand elle va trop loin et qu'elle impacte les limites planétaires, soit parce qu'elle se développe trop, soit parce qu'elle a été mal pensée, soit parce qu'elle génère des externalités beaucoup trop importantes, eh bien, en fait, on se retrouve à être trop disant finalement en termes de business model et à être dans une logique où on impacte trop l'environnement. Et puis, à l'intérieur, quand on est trop moins disant vis-à-vis des parties prenantes sur son business model, eh bien, on se retrouve à impacter la justice sociale, les conditions de vie de nos salariés, les conditions de vie des communautés avec qui on interagit dans notre environnement, etc. Et donc, c'est un modèle qui peut vraiment, qui arrive à dire, finalement, les éléments là en jaune, là en vert, au milieu, ce cercle, c'est là-dedans que doit être un bon business model, quelque part, ou ce qu'on doit cibler. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a une activité avec trop d'externalités pour la planète, on est allé trop loin. Si on se rend compte qu'on est trop moins disant socialement, eh bien, on génère des effets induits aussi. Donc, c'est assez intéressant et c'est très visuel pour... enfin, moi, j'ai des belles discussions avec les étudiants là-dessus. Merci Xavier. Bien, je vais continuer parce que Xavier vient à la fois de mettre l'accent sur la notion de valeur qui est fondamentale dans la conception même de ce que c'est un modèle d'affaires, et puis il vient d'évoquer la question des externalités. Et c'est vrai, si on parle aujourd'hui de modèle d'affaires durable, c'est parce que la conception classique des modèles d'affaires a ignoré, elle était incomplète, et elle a ignoré notamment la valeur créée ou détruite au niveau de l'environnement naturel et au niveau de la société. Et donc autrement, tous les impacts environnementaux, sociaux, positifs et négatifs, donc ce qui renvoie à la notion d'externalité, qui sont liées au processus de création de valeur et sa diffusion, parce que c'est là on revient sur cette notion de création de valeur, donc capture de valeur et après diffusion de valeur. Et donc c'est pour combler cette lacune que le concept de modèle d'affaires durable a été proposé. Donc il va au-delà de la question de délivrance de valeur économique pour inclure la valeur environnementale et sociale. Et c'est vrai, quand on parle de valeur environnementale et sociale, il y a la notion de valeur étendue qui s'invite.
Et donc, il n'y a plus effectivement à considérer la valeur pour l'entreprise, mais aussi, et en plus de la valeur consommateur, il faut aussi prendre en compte la valeur pour la société au sens large, et donc la valeur environnementale et sociale. Donc, si on revient assez rapidement sur la définition de ce que c'est un modèle d'affaires durable, donc il y a les travaux de Boken et ses collègues en particulier, qui ont proposé une définition qui a été largement reprise. Et donc, un modèle d'affaires durable, il peut être défini comme des innovations. Et donc là, c'est vrai que la notion d'innovation, elle est fondamentale dans la transformation des modèles d'affaires. Donc, ce sont des innovations qui vont créer des impacts positifs importants et ou réduisent significativement les impacts négatifs pour l'environnement et ou la société à travers une modification de la façon dont l'entreprise et son réseau créent, fournissent, capturent et proposent de la valeur. Donc, c'est une nouvelle manière, effectivement, de capturer, de créer de la valeur. Donc, effectivement, on va le voir à travers notamment des exemples où, à un moment donné, et comme l'a dit Xavier, quand une organisation constate qu'il y a beaucoup d'externalités négatives liées à une activité, cela peut pousser même à un renoncement par rapport à une activité donnée. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres sources de valeur qui sont moins impactantes pour l'environnement et pour la société. Quand on parle de création de valeur, et notamment avec cette notion de valeur étendue, ça amène bien évidemment à une nouvelle perspective de ce que c'est l'entreprise et comment elle va appréhender aussi l'environnement qui l'entoure. C'est dans le cadre peut-être une perspective de réseau qui est de plus en plus mise en avant. Donc l'idée, c'est que l'entreprise doit de toute façon travailler avec ses parties prenantes, des parties prenantes internes et externes, mais surtout externes qui vont prendre beaucoup plus de place. Quand on prend en compte cette notion de durabilité, les intérêts de toutes les parties prenantes sont à considérer. Et donc, l'entreprise va élargir ses frontières organisationnelles et on se rend compte que la mise en place de la durabilité dans un modèle d'affaires, ça impose l'adoption d'une approche intégrative, en particulier la collaboration avec ces parties prenantes externes, et notamment pour faciliter la transition et la transformation des modèles d'affaires. Par exemple, quand il s'agit parfois, c'est important que l'entreprise définisse des objectifs environnementaux et donc en partenariat avec les parties prenantes externes, et puis mettre en place aussi des actions conjointes afin de faciliter cette transformation vers plus de durabilité. Alors, peut-être quelques éléments assez concrets. Je vais me baser notamment sur un secteur que je connais un peu plus que d'autres, et donc notamment le secteur de la mode. Et c'est vrai, quand on explore un peu les différents modèles d'affaires qui sont adoptés par les entreprises, les marques dans ce secteur en particulier, on se rend compte que il y a essentiellement deux grandes approches qui sont adoptées. D'une part, on a une approche, ce qu'on appelle une approche proactive, donc qui est basée sur l'idée de prévenir et réduire. Et donc là, il y a un travail en amont, et notamment au niveau de la conception qui est fondamental. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter prévenir, ça veut dire éviter les déchets, éviter effectivement tout ce qui est gaspillage de ressources tout en amont au niveau lors de la conception, la production et puis la commercialisation ensuite de l'offre. Et puis d'un autre côté, on a l'approche réactive où là effectivement, il peut s'avérer que parfois soit ça n'a pas été anticipé, ou soit c'est un peu relativement complexe aussi de prévenir. Et donc, l'entreprise, à ce moment-là, devrait plutôt en aval, donc une fois que le produit est là, donc elle va faire un travail sur la gestion des déchets et leur valorisation, et donc une fois que le produit est là. Donc, même si les deux approches sont un peu différentes et elles peuvent être mises en place d'une manière isolée, si on souhaite aussi peut-être augmenter la performance en termes de durabilité, il y a aussi un intérêt à combiner les deux approches. Et il y a des entreprises, effectivement, qui sont dans ce schéma-là, donc, et qui allient et prennent en compte à la fois l'approche proactive et l'approche réactive en fonction aussi de la complexité des situations, des spécificités des produits, etc. Donc maintenant, plus concrètement, il y a globalement 3 types de modèles d'affaires qui sont utilisés par les marques de mode. D'abord, un modèle d'affaires fondé sur la maximisation de la productivité des matériaux et l'efficacité énergétique. Donc là, l'idée est relativement simple. Comment faire plus avec moins de ressources?
Et donc là, effectivement, il y a différentes approches qui peuvent être utilisées, mobilisées par les entreprises pour améliorer l'efficacité des ressources, réduire les déchets, les émissions, grâce notamment à une refonte au niveau de la conception des produits, mais aussi les processus qui vont être utilisés par les entreprises afin de proposer les offres. Donc là, je vous ai mis tout en haut à droite une étiquette d'une marque anglaise qui s'appelle Continental Clothing, qui a développé des vêtements, et notamment une collection de vêtements qui s'appelle Earth Positive, qui contient 100%, qui sont en 100% biologiques, qui réduisent de 90% les émissions de CO2, soit 7 kg de CO2 de moins par t-shirt, grâce à la combinaison de la production biologique, parce qu'il y a eu recours ici à l'utilisation d'un coton biologique, grâce également à une meilleure efficacité dans la fabrication et le transport et l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc l'idée de la maximisation de la productivité des matériaux et l'efficacité énergétique amène à réfléchir à la fois à la quantité des ressources utilisées, mais aussi à la substitution de certaines ressources afin d'opter pour les ressources et les matières qui sont les moins impactantes pour l'environnement et pour la société. Cette maximisation de la productivité des matériaux peut également passer par la réduction de la consommation notamment, peut-être une idée clé, c'est une meilleure prévision de la demande. Et c'est vrai qu'on observe qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont, où le processus de fabrication et donc la production est très connecté à la demande. Et donc, il y a effectivement une écoute très poussée de manière à produire le juste nécessaire. Et là, effectivement, ça renvoie aussi à des logiques de supply chain. Et c'est ça qui est vraiment très fantastique parce qu'effectivement, en tant que marketeur, c'est vrai qu'en abordant ce sujet qui est les modèles d'affaires et les modèles d'affaires durables, on se trouve aussi à explorer et à toucher à d'autres champs qui sont très connexes et qui sont très importants pour une meilleure compréhension, bien évidemment, de la création de valeur, de la capture de la valeur dans une organisation qui intègre les enjeux environnementaux et sociaux. Le deuxième type de modèle d'affaires qu'on observe chez plusieurs marques de mode aujourd'hui, c'est le modèle d'affaires fondé circularité. Et d'ailleurs, Xavier a parlé de modèle d'affaires circulaire. On va revenir là-dessus, notamment sur la question de terminologique, où effectivement, il y a plusieurs notions qui sont assez proches et parfois on les utilise d'une manière interchangeable, où les frontières aussi entre les termes ne sont pas suffisamment claires à partir de l'état actuel de la littérature. Et donc, ces modèles d'affaires vont surtout mettre l'accent sur l'idée de prolonger le cycle de vie des produits usagés via des pratiques comme la réparation, la revente, le recyclage, etc. Et donc, effectivement, là, le focus, il est vraiment mis sur la durée de vie du produit et comment amener les individus à utiliser le plus longtemps possible ces produits-là qui sont déjà là, qui sont existants, qui ont été fabriqués à partir de matières. Et donc, l'idée, c'est aussi de retarder le recours à de nouvelles matières et notamment des matières vierges. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment, à partir du moment où ces produits-là sont là, ils sont fabriqués, comment peut-on maximiser au maximum leur usage. Et donc là, je me suis basée sur le modèle d'affaires d'une entreprise française qui s'appelle, dans le secteur de la mode, qui s'appelle Crushon. Et d'ailleurs, une illustration qui a été développée dans le cadre de notre ouvrage sur la mode durable. Alors, c'est un exemple très intéressant parce qu'on est dans le cadre d'une entreprise qui va connecter des acteurs différents de la filière du secteur de la mode. Donc, elle va connecter son réseau de fournisseurs professionnels. Donc là, vous avez à gauche plus de 2500 fournisseurs professionnels de mode circulaire. Et c'est là où on revient sur une notion importante aussi dans les modèles d'affaires, c'est qu'au-delà de cet objet essentiel autour des modèles d'affaires qui est celui de créer, de capturer, de diffuser de la valeur. Et il y a aussi l'importance, il y a des conditions aussi pour le succès, pour l'efficacité et le succès d'un modèle d'affaires, et notamment la question de l'existence de ressources et compétences. En tout cas, une entreprise doit s'appuyer sur des ressources. Et là, on voit clairement que pour que Crushon soit capable de proposer des services à des marques, des distributeurs de la mode, il faut absolument des ressources et donc il faut suffisamment de produits, de vêtements de seconde main pour que ça puisse effectivement, pour que les flux puissent opérer et pour qu'il y ait
ces marques puissent effectivement s'approvisionner et avoir suffisamment de produits à proposer aux clients. Et donc, effectivement, le rôle de Crushon, c'est vraiment de faire une plateforme qui fait le lien, mais pas seulement. Hein, elle propose des services assez variés. Donc, mettre en lien des fournisseurs de produits de seconde main avec des distributeurs historiques, d'ailleurs, de la mode, comme la Redoute, Galeries Lafayette. Ils travaillent avec des acteurs assez importants sur le marché. Ils proposent 3 types de services. Il y a en premier, ce que vous voyez tout en haut, le sourcing circulaire. Donc là, Crushon va permettre à ses marques et à ses distributeurs partenaires de déployer une offre de seconde main sur les lieux de vente, qui peuvent être soit en ligne, soit dans les magasins physiques. Et puis, via un outil de gestion de stock de seconde main, chaque distributeur, chaque marque va aller chercher auprès de ce réseau de fournisseurs des produits qui vont être ensuite restockés chez les distributeurs qui vont correspondre le mieux aux attentes et aux préférences de sa clientèle. Et donc, chaque distributeur va aller piocher dans cette offre-là pour trouver, identifier les produits qui sont le plus en correspondance avec le goût des clients qui fréquentent ces lieux de distribution. Le deuxième type de service, donc là, on a le dépôt et la vente. Donc là, Crushon va intervenir sur un autre champ, puisqu'elle va accompagner les marques dans le développement d'un service de collecte en magasin grâce à un outil de collecte qui va être manœuvrable par la force de vente en magasin. Et on voit aujourd'hui dans différents magasins de mode, on a de plus en plus de bennes, en tout cas tout un système de récolte ou de collecte de vêtements qui est mis en place avec des incitations pour encourager les consommateurs à amener dans le magasin leurs vêtements une fois que cela ne correspond plus à leur goût, une fois que les produits sont abîmés. Et donc, effectivement, là, Crushon va travailler avec les distributeurs pour mettre en place ce système de collecte pour aussi, donc il y a une aide aussi en termes de stratégie de prix, donc elle va accompagner aussi les distributeurs pour fixer des prix adaptés par rapport bien évidemment à la qualité, à la valeur de l'offre, et tout ça bien évidemment c'est subjectif, c'est comment aussi c'est perçu, c'est valorisé. Ah, on a un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Sienne, peut-être si tu peux aller sans trop traîner à la fin de cette diapo pour qu'on ait le temps d'aborder le dernier D'accord. thème. Tout à fait. Merci. Et puis, je Merci. termine avec le troisième service donc, de ce modèle d'affaires qui est basé sur la circularité. Donc là, c'est la revente ou l'achat immédiat. Et donc, effectivement, là aussi, le service est particulièrement intéressant parce qu'on va aider les distributeurs à limiter le stock. Et donc, dans le cas où on a des distributeurs de mode qui se trouvent avec des surplus, donc des produits qui ne sont pas vendus, donc des produits de seconde main qui ne sont pas commercialisés. Donc là aussi, Crushon peut intervenir pour optimiser effectivement ce circuit-là et pour limiter aussi les coûts pour les distributeurs. Et puis le dernier modèle d'affaires, donc ça va être le modèle d'affaires basé sur une proposition de fonctionnalité. Donc là, clairement, c'est l'exemple de la location. Et donc l'idée, c'est de substituer la vente de l'usage d'un bien à la vente du bien lui-même. Et bien évidemment, le facteur clé de succès de il réside dans un savoir-faire logistique. Il faut gérer les quantités nécessaires de stock, il faut gérer le suivi des produits, les envois, les réceptions. Mais après, il y a un autre point particulièrement intéressant du point de vue de la durabilité, c'est la question de la préservation de la qualité et la propreté des produits. On sait que l'un des freins à la location des vêtements aujourd'hui pour les consommateurs, c'est effectivement ce risque perçu par rapport à l'hygiène liée aux produits qui sont à la base des produits qui tournent, hein, donc qui circulent et qui sont utilisés aussi par d'autres. Et donc là, les entreprises en général vont développer des activités assez importantes, notamment de blanchisserie, ce qui amène à consommer beaucoup de ressources, beaucoup d'eau, des produits nettoyants, qui incluent parfois des produits, des ingrédients chimiques, et ça pose clairement une question sur le plan en termes d'impact écologique de cette activité qui est liée à ce modèle d'affaires qui est censé quand même être un modèle d'affaires durable. Agnès, tu veux que j'enchaîne ou peut-être tu souhaites dire un mot? Oui, vas-y. Alors, donc, si on peut faire une petite distinction en bref sur les principaux concepts qui peuvent parfois recouper les modèles d'affaires, qu'on n'a pas une idée claire de ce que ça peut recouvrir. Ouais.
Merci beaucoup. En effet, aujourd'hui, on parle de modèle d'affaires durable, mais c'est important. Je trouve qu'il y a tellement de terminologie assez proche. Peut-être essayer de situer un peu ce modèle d'affaires par rapport à ces notions assez proches comme l'économie circulaire, la RSE, l'innovation durable, etc. Donc, si je démarre avec l'économie circulaire, donc tout à gauche en haut, le terme semble assez englobant dans le sens où il prend en compte, et ça, c'est une spécificité de l'économie circulaire, ça prend en compte à la fois le volet production et le volet consommation. Après, une autre spécificité liée à l'économie circulaire, c'est ce focus, mais vraiment qui porte essentiellement sur la limitation de la consommation, du gaspillage des ressources et de la production des déchets. Donc, on a tout de suite une optique, mais vraiment qui porte sur cet enjeu de limitation des déchets et du gaspillage. Donc là, il s'agit clairement d'une rupture, bien évidemment, par rapport au modèle économique traditionnel, linéaire, où effectivement l'idée c'est tout est jetable. Là, non, c'est une nouvelle vision où on va encourager la circularité. Et après, effectivement, un autre point important, c'est que l'économie circulaire, en termes d'échelle, elle peut s'opérer à un niveau territorial. Donc, et elle contribue d'ailleurs au développement économique et industriel des territoires. Donc, plusieurs entreprises peuvent travailler ensemble pour favoriser une économie circulaire. Et donc, elle peut s'appliquer à différents niveaux, donc à un niveau territorial, en intégrant d'ailleurs et en incluant parfois des organismes autres, ça peut être aussi des organismes étatiques qui interviennent pour favoriser des activités liées à cette économie circulaire. Et puis, quand elle est appliquée à l'échelle d'une seule entreprise, là, effectivement, on se rend compte que ça se rapproche du modèle d'affaires circulaire que je viens de développer. Et donc là, c'est notamment les modèles d'affaires implantés dans l'entreprise qui vont mettre l'accent sur la circularité, donc l'idée de recyclage, réutilisation, réparation, etc. Si je prends maintenant assez rapidement la notion de RSE, je pense que tout le monde sait que il s'agit de l'application des principes du développement durable spécifiquement au monde des organisations. Donc là, tout de suite, on est à l'échelle de l'entreprise et notamment au niveau stratégique. La RSE reflète surtout des engagements. Et je pense que c'est là où peut-être il y a une petite subtilité, en tout cas un point important à préciser. Les entreprises déclarent des engagements RSE. Après, les entreprises peuvent avoir des niveaux d'engagement différents et on observe, que ce soit dans la réalité ou dans la littérature, des travaux sur les profils d'engagement, les profils d'entreprise sur la base de leur degré d'engagement. Donc, on peut avoir des entreprises dont l'engagement est assez sommaire, donc avec notamment des innovations incrémentales. Et dans ce cas-là, l'engagement RSE ne va pas forcément amener à une transformation au niveau du modèle d'affaires. Et on ne va pas forcément aboutir à des modèles d'affaires durables. Et on a plein d'exemples d'entreprises qui, effectivement, affichent et s'engagent, mais ça ne touche pas encore, en tout cas, le modèle d'affaires. Et puis, dans le cas des entreprises dont le niveau d'engagement est plus fort, effectivement, ça sous-entend une transformation beaucoup plus profonde qui va jusqu'à revoir de A à Z son modèle d'affaires. Et à ce moment-là, effectivement, donc là, on voit que quelque part, le modèle d'affaires durable peut être une déclinaison, c'est une forme d'opérationnalisation aussi de ce que c'est la RSE, parce que la RSE, une fois qu'on a affiché des engagements, il faudrait les opérationnaliser, il faudrait des actions très concrètes, très opérationnelles. Et le modèle d'affaires, en ce sens, c'est quelque chose de très tangible. Un dernier point sur l'innovation durable ou encore l'éco-conception. On parle aussi de socio-conception ou éco-socio-conception pour faire référence à la fois à la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Là, le focus, il est vraiment sur l'offre. Voilà. Donc là, on n'est pas comme le modèle d'affaires dans une logique plus globale. Là, on est effectivement sur une logique, mais vraiment qui est orientée produit. Et donc, l'idée, c'est d'inclure, c'est vraiment la manière d'intégrer les enjeux de durabilité au cœur de l'offre. Ça concerne à la fois le processus d'innovation et le résultat de ce processus. Donc, à la fois les méthodes, les outils qui permettent d'apporter ou de concrétiser cette innovation, mais après, le résultat aussi de cette innovation, ça veut dire l'offre durable. Et donc, après, effectivement, si là, on voit différentes terminologies, dans notre ouvrage Marketing durable, effectivement, il y a eu un effort qui a été fait là-dessus pour un peu préciser ce que c'est l'innovation durable, sa différence par rapport à l'éco-conception, la socio-conception, etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour respecter le timing. Merci, Siem. Alors, on voulait aborder avec vous une dernière partie qui préoccupe pas mal généralement les personnes qui assistent au webinaire. C'est un peu comment on intègre tous ces nouveaux concepts dans nos enseignements.
et notamment sur ce modèle d'affaires durable. J'aurais bien voulu avoir votre retour, donc Xavier et Siem, sur finalement comment on peut arriver à aborder ces thématiques quand on fait des cours en marketing. Et qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer éventuellement comme modèle ou approche qui font référence en la matière et qui pourraient déjà nous permettre de mettre un pas sur ces sujets, voire d'aller un peu plus loin dans nos enseignements. Voilà, donc on est un peu short en timing, donc si vous pouvez aller à l'essentiel. Ouais, très rapidement, moi je vais m'appuyer sur 2 exemples concrets des outils pédagogiques qui ont été mis en place. Donc je reviens à cette idée clé autour des modèles d'affaires durables, la création et la capture, la diffusion d'une valeur qui est une valeur différente, une valeur qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux, et donc cette valeur étendue. Et c'est vrai que je me rends compte sur le plan pédagogique combien c'est un vrai challenge, j'ai envie de dire, de convaincre les étudiants, de leur montrer que la création de ce type de valeur est possible aujourd'hui et ça peut effectivement être complètement cohérent avec la réalité des organisations. Donc il y a vraiment un intérêt à rendre tangible sur un plan pédagogique, rendre tangible, illustrer, cerner aussi la complexité de cette valeur étendue et notamment comment elle peut être je pense qu'il y a un défi autour de comment concilier finalement cette valeur étendue avec la valeur entreprise, donc les enjeux, les impératifs de rentabilité, de profit, et puis bien évidemment la valeur consommateur. Donc là, ce que je voyais sur cette slide-là, dans le cadre d'un programme parlant marketing durable que j'ai lancé récemment, avec la DTM en particulier, j'ai été chercher des professionnels afin d'apporter des exemples concrets d'entreprises qui ont revu leur modèle d'affaires, qui ont renoncé à certaines activités, qui ont du coup perdu une certaine valeur entreprise. Et comment, et donc là, il s'agit d'une interview où effectivement, je mobilise un certain nombre de questions qui permettent d'apporter cet éclairage sur finalement, dans ces cas-là, comment l'entreprise opère, de quelle manière elle va chercher d'autres sources de valeur, de quelle manière elle va essayer de combiner cette valeur entreprise avec les autres types de valeurs, les difficultés qu'elle rencontre et comment effectivement tout ça est faisable aujourd'hui, notamment dans le cas d'entreprises qui sont plus ou moins connues. Donc là, c'est le premier cas. Et après, je termine par un dernier exemple. Donc là aussi, avec Aklia Chabou et Aurélie Merle, on a récemment travaillé sur une étude de cas. Donc une entreprise, les Jardins de Gaïa, qui est une entreprise de thé bioéquitable. Il y a tout un grand volet, première mission d'ailleurs dans le cas, qui porte sur l'analyse de la valeur étendue. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a pu offrir une grille d'analyse. Et c'est vrai pour nous, marketeurs en particulier, c'est peut-être différent effectivement pour Xavier. Le marketeur, par définition, n'est pas forcément spécialiste peut-être des modèles d'affaires. Et c'est vrai qu'il y avait besoin bien évidemment, on emprunte aussi à d'autres disciplines, mais voilà, en marketing, on avait besoin effectivement aussi d'outils, et sur un plan pédagogique en particulier, d'outils, de grilles qui permettent d'aider les étudiants dans cette analyse finalement globale, parce que là, on ne s'arrête pas aux activités commerciales, à l'offre d'une entreprise, ça va beaucoup plus loin. Et donc, l'idée, c'est effectivement de revenir sur l'ensemble des externalités positives et négatives liées à une activité au sens large. Alors, peut-être Xavier avait aussi d'autres ressources complémentaires, je pense, à nous. Voilà, merci. Oui, alors ce que Siem vient de nous présenter, effectivement, l'idée d'avoir des cas d'inspiration et des cas illustratifs, c'est vraiment important dans l'enseignement des questions de business model et des questions de business model durable, notamment déjà parce que depuis une quinzaine d'années, on a des recherches qui montrent que dans les approches en termes de business model, pour les dirigeants, c'est beaucoup la pensée analogique qui joue, c'est-à-dire que le fait d'avoir vu un business model quelque part, dont on prend certaines caractéristiques ou dont on prend certaines boucles, pour reprendre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour essayer de l'adapter à son secteur ou de le mettre dans son contexte d'activité. Donc ce côté, je prends, et sachant qu'on n'a jamais épuisé tout le potentiel de business model, du coup c'est très important d'avoir des cas illustratifs pour cette pensée analogique. En parallèle de ça, comme on n'a pas fini de décrire tous les business models et qu'il va toujours y en avoir des nouveaux qui vont être créés, c'est important de travailler, à mon avis, aussi sur... Enfin, on se retrouve toujours dans des situations de séquences pédagogiques où on doit dire à des étudiants, finalement, OK, on va essayer de transformer le business model de telle boîte, on va essayer de créer un nouveau business model. Et pour ça, vous en avez entendu parler, il y a un certain nombre d'outils
qu'on appelle parfois des canevas, qui sont un peu des cadres d'analyse, où on remplit des boîtes pour essayer d'avoir une vision un petit peu simplifiée du réel, et qui permet très concrètement de faire du prototypage de business model, mais cognitivement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça permet en session d'idéation de travailler très simplement un business model en classe. Donc moi, j'utilise beaucoup ces outils-là. Ce que je voulais vous montrer, peut-être si tu peux revenir, Siem, sur le modèle d'avant, le modèle le plus connu, c'est évidemment le business model Canvas, euh, créé par Osterwalder et Pigneur. Le truc, c'est que ce business model Canvas, et Arnaud Dufour nous a mis aussi dans la conversation un certain nombre d'éléments là-dessus. Ce qui est clair, c'est que en fait, le business model Canvas, c'est un modèle qui est fait pour l'économie linéaire et extractive, quoi. C'est-à-dire que au début, on a, en gros, c'est une chaîne de valeur. Vous regardez, c'est une chaîne de valeur avec des représentations un peu de design thinking, mais vous avez au début le processus d'appro et à la fin, il y a le client. Donc tous les modèles de plateforme, tous les modèles circulaires, d'économie circulaire, tous les modèles dans lesquels on a un rôle qui est complètement fondu entre le client, le contributeur, etc., sont difficiles à représenter. Et donc, les business models durables, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des business models durables ou soutenables ont du mal à travailler avec cet outil. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que globalement, cet outil qui est le plus connu, si on travaille sur des business models durables, il est assez souvent, il montre des limites là-dessus, même si c'est bien sûr le plus connu. Donc, par exemple, je vous en ai mis un, le modèle suivant, qui est proposé par Joyce et Packin en 2016, qui est tout simplement, qui s'inspire bien sûr du précédent, mais qui montre en fait trois. En fait, on peut commencer par remplir n'importe lequel de ces trois canevas qui se superposent. C'est-à-dire que je commence à avoir une réflexion économique, et puis je réfléchis au flux de matière, comme l'a fait tout à l'heure Siem quand elle nous a donné ses exemples sur la mode. Je réfléchis au flux de matière, je réfléchis à l'impact sur l'environnement, puis ensuite je me pose les questions sociales. Ou alors, j'ai un objectif social, je commence par remplir le volet social, et puis je me demande ce que ça a comme conséquence sur le volet économique. Et puis je peux comme ça faire dialoguer les trois éléments de la triple bottom line, quoi, économique, environnement, social. Et donc, par exemple, ça, pour avoir animé des sessions avec ce type d'outils, ça marche beaucoup mieux. Il y en a des dizaines d'autres, évidemment. Mais je voulais simplement vous dire que tous les outils ne se valent pas quand on cherche à travailler sur les business models durables ou soutenables. Il y a aussi des outils qui ont évidemment naturellement des modes de raisonnement circulaires, qui évidemment, pour faire du circulaire, de l'économie circulaire ou du régénératif, marchent beaucoup mieux que des modèles linéaires dans lesquels on commence par de la pro, on fait une opération de production, avec de l'extraction, on fait une opération de production, on arrive au client. Voilà, donc c'est en complément des cas illustratifs, dès l'instant où il faut une phase d'idéation, de créativité, etc., de mobiliser ces outils assez facilement en session de cours. Xavier, merci beaucoup pour ces compléments. Est-ce que tu sais si ces modèles d'idéation sont aussi utilisés en entreprise sur le terrain? Est-ce que les consultants, les chefs d'entreprise se servent de ces canevas concrètement? Oui, alors bien sûr. Alors, bon, du coup, moi, que ce soit pour des contrats de recherche ou accompagner des entreprises, une bonne partie des entreprises commencent par utiliser le business model Canvas. Quand ils ont des projets qui sont pas des projets linéaires, elles commencent à avoir des difficultés parfois à l'utiliser. Donc certaines l'utilisent quand même, bien sûr. Certaines choisissent d'autres types de modèles. Ce modèle-là, il est très utilisé. Il y en a vraiment beaucoup d'autres qui sont utilisés. Mais par exemple, pour une start-up ou pour accompagner une start-up ou une PME qui veut aller vers un modèle un peu plus social ou un peu plus connecté à l'environnement, commencer par réfléchir sur le volet économique là, du triple layer business model Canvas, et puis ensuite commencer à faire remplir les autres cases, se rendre compte qu'on n'a pas toutes les informations, se rendre compte que tiens, on avait oublié, et ça permet de tenir compte des externalités. Arnaud Dufour l'a dit dans le Chat. Dans le chat, merci, dans le chat, mais un point central de tous ces, enfin, d'une bonne partie de ces modèles, c'est de ne pas prendre en compte les externalités. Or, le développement et la progression d'un business model, elle commence quand, justement,
on prend conscience de ces externalités, et il y a même des entreprises françaises, on en a quelques-unes nous, dans le Nord, moi je suis basé à Lille, qui en fait ont fait évoluer leur business model juste parce qu'à chaque fois qu'elles trouvent une nouvelle externalité, elles cherchent juste à résoudre le problème de comment gérer cette externalité, et puis ça fait évoluer le business model en tant que tel. Un grand merci. Merci à vous. On va peut-être passer aux questions, Agnès. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, alors j'ai une question dans le chat de Mathilde Rhin qui nous demande est-ce qu'un modèle d'affaires basé sur une économie circulaire peut-il s'envisager dans un DaaS différent d'un DaaS production classique sans cannibalisation? Alors Xavier ou Siem, est-ce que vous pourriez éclairer Mathilde? Alors, je sais pas, mon point de vue là-dessus, pour moi, en fait, quand on regarde la pratique des entreprises sur les business models, le niveau essentiel auquel on porte, c'est effectivement le DaaS, mais on a aussi des entreprises qui choisissent de dire, bah, moi j'ai un business model qui, à l'échelle corporate, va être le même partout, ou à peu près, et que je vais appliquer à tous mes DaaS. Donc je pense à, par exemple, Easy Group, EasyJet, Easy Casino, Easy Cinema, etc., avec plus ou moins de succès, mais eux, ils ont décidé qu'au niveau corporate, ils avaient un business model qui s'applique partout. Et donc, mais sinon, effectivement, c'est souvent le niveau du DaaS ou de l'activité qui est le bon niveau. Ce qu'on remarque dans pas mal d'entreprises, c'est qu'à l'instant où on essaye de mettre en place un second business model pour la même activité, et ça se fait de plus en plus, il y a même des recherches qui montrent que la diversification, donc ce qui s'appelle la diversification sur la même activité, la diversification intra-activité est de plus en plus présente dans les entreprises. C'est-à-dire que donc, je fais la même activité mais avec un autre business model, avec un business model low cost, ce que font les compagnies aériennes. Par exemple, une soutenance de thèse à Lille qui montre que en fait, une grande partie des compagnies européennes traditionnelles ont aussi un business model low cost en parallèle, donc sur la même activité. Et donc, effectivement, il y a des effets de cannibalisation, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que les recherches là-dessus montrent aussi qu'on a des effets d'apprentissage de l'activité de base pour progressivement réussir à la penser et à intégrer des éléments qu'on a appris dans le DaaS avec un modèle différent. Alors là, je parlais de low cost versus modèle traditionnel. Je n'ai pas d'exemple de cas où il y aurait de l'économie circulaire en parallèle d'un modèle normal. Ok. Merci Xavier. Il y avait quelques questions aussi. Peut-être des gens qui veulent aussi prendre la parole en direct. Je ne sais pas s'il y a des questions en direct. Allez-y, Hamza. Il faut allumer le micro et voilà, super. Très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Zafali Hamza, étudiant en recherche en marketing à l'IHC de Carthage, Tunisie. Alors, je tiens à remercier tout d'abord les intervenants pour leur éclairage intéressant. Maintenant, j'aimerais poser une question concernant la création de valeur en cadre de l'innovation des modèles d'affaires durables. En effet, tout à l'heure, vous avez parlé de la création de valeur. On vous entend plus. Vous avez coupé le micro. Alors, on ne vous entend plus, Hamza. Désolé. Il faudrait faire une question très courte parce que le temps nous est très limité. D'accord. En fait, comment peut-on intégrer la co-création avec le client pour innover des modèles d'affaires qui répondent à l'objectif de soutenabilité? Et de plus, est-ce que cette création de valeur doit toucher toute la chaîne de valeur de l'entreprise, notamment l'approvisionnement, la distribution, la commercialisation, la finance, pour qu'on peut parler d'un modèle d'affaires durable? Ou il suffit de toucher une seule partie de la chaîne de valeur de l'entreprise? Merci.
Alors, la co-création, peut-être, est-ce que Xavier, est-ce Peut-être que tu... Ouais, ou moi, je Siem? peux dire deux mots parce que ça me rappelle une recherche en particulier qu'on a conduite dans le domaine du tourisme et notamment sur comment la co-création pourrait favoriser le tourisme écologique et effectivement des entreprises. Et là, on avait interviewé des acteurs dans le secteur qui effectivement s'appuyaient sur des consommateurs et notamment leurs clients et notamment les clients les plus fidèles qui connaissent bien les offres, etc. et qui connaissent bien l'organisation. Et du coup, ces clients-là interviennent dans la construction de l'offre de A à Z d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce qu'on a pu voir que parfois, le retour des clients, c'est une partie des éléments qui aussi peuvent contribuer à revoir les offres. Après, par exemple, des visites sur des sites spécifiques, des clients peuvent remonter des informations sur, par exemple, la pollution, les déchets dans un lieu donné touristique. Et du coup, l'entreprise travaille avec les clients sur ces données-là. Et puis, ça peut aller jusqu'à contacter les acteurs locaux, et notamment les acteurs, ça peut être les mairies, ce qui est l'équivalent de mairie, et en tout cas les instances locales qui ont le pouvoir d'améliorer les choses. Et donc, il y a un dialogue qui s'ouvre afin d'améliorer, par exemple, l'état de ce site à visiter, et donc avec des résultats sur le plan environnemental et social qui sont relativement intéressantes. Donc effectivement, il y a en tout cas des recherches aujourd'hui qui mettent en évidence l'intérêt de la co-création pour, en tout cas, au profit de la durabilité dans des secteurs différents. D'accord, merci beaucoup. Merci. On a le temps de prendre encore quelques questions, même si on va déborder un tout petit peu. Alors, il y a des gens qui discutent par chat. Donc, Sébastien, pardon, Bête, je ne sais pas si tu es encore en ligne, mais ta proposition de Canva intéresse les gens connectés. Donc, si tu peux mettre éventuellement le PDF, je ne sais pas si c'est Oui. possible dans la Sébastien, avec ses discussion. collègues, ont été présents à la dernière journée marketing et développement durable. Et d'ailleurs, ils ont partagé avec nous cette proposition de Canvas. D'accord. Voilà, c'est un outil assez intéressant. Et je pense, nous, on l'a mis dans les actes de la journée. Mais s'il y a moyen de partager encore, je pense que ça peut donner lieu aussi à des échanges et discussions sur aussi l'amélioration de nos propositions en général en tant que prof, enseignant. Voilà, sur effectivement, ces innovations aussi pédagogiques qu'on essaye de mettre en place. Julien. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Siem et Xavier, pour ce super webinaire. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question peut-être pour nos collègues. Dans vos cours respectifs, dans vos cours de marketing, comment est-ce que vous intégrez cette notion de business model dans un cours de marketing durable? Est-ce que c'est plutôt au début comme fondation et ensuite vous continuez avec le reste du marketing? Quelle est la place dans la logique d'un cours classique, enfin d'un cours de marketing durable? Alors, en ce qui me concerne, je peux répondre puisque j'assure différents cours en marketing durable. Alors, moi, je ne l'aborde pas avec sous l'angle affiché avec un volet modèle d'affaires, etc. Je l'amène vraiment en lien avec la notion de valeur. Et dès le début, souvent dans les cours, dès les premières séances, quand on revoit un peu les notions de la définition même du marketing, son évolution, ce que c'est le marketing durable, et on amène cette notion de valeur étendue, c'est là où effectivement, moi, je m'arrête et on prend le temps vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est cette valeur étendue et comment la mettre en place, comment chercher de nouvelles sources de création de valeur, etc. Et c'est vraiment moi, je la place vraiment tout au début du cours et en lien avec cette notion de valeur, parce que c'est vrai qu'en marketing, cette notion de valeur, elle nous est chère. Et donc, effectivement, c'est par rapport à ce volet valeur, et c'est là où on peut aborder l'évolution et comment, effectivement, finalement, revoir la valeur amène à revoir tous les modèles d'affaires, et donc une transformation en profondeur des organisations. Et ça permet aussi de faire la différence avec tout de suite, les étudiants voient aussi la différence par rapport à du greenwashing et puis des communications parfois superficielles, pour aussi dire que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être témoignages de gens qui ont envie de prendre la parole? Moi, je sais, Julien, pour donner un mini témoignage, moi j'en parle un petit peu dans mon cours de RSE, mais j'en parle rapidement et j'ai du mal à en parler parce que j'ai du mal à voir la différence avec l'éco-conception. Donc j'espère que ce webinaire va m'aider à y voir plus clair. C'est un peu, voilà.
Moi, je peux, sauf si Xavier a quelque chose il a envie de nous dire un truc, mais sinon, moi, je peux dire aussi, moi, je fais un peu comme CM, sauf que je parle pas vraiment de valeur, mais je parle plus de business model, vraiment, c'est-à-dire que j'intègre le business model vraiment comme la base de la façon dont l'entreprise va devoir développer son activité. Et tout part de là, en fait. Tout le reste des décisions de marketing, que ce soit le positionnement, que ce soit la communication, le prix, etc. Tout part de là. Donc c'est vrai que j'ai un peu la même. Je parle pas de valeur, mais je parle pas bien sûr, je parle de valeur, mais pas de la même façon. Et c'est vrai que j'ai un peu la même démarche. Alors, En fait, est-ce que je peux me permettre de. Pardon. Oui, vas-y. Non, en fait, moi, je n'enseigne pas le marketing, mais il y a toujours. Je me dis assez souvent, pour avoir pas mal réfléchi à ce sujet, que, en fait, à partir du moment. Pour moi, hein, mais c'est un propos peut-être un peu radical, mais à partir du moment où on ne pense pas le business model ou une partie du business model, c'est-à-dire les questions derrière de, Siem l'a dit, hein, le recyclage, la manière dont on mène le business, les opérations qu'il y a derrière. Bref, à partir du moment où on ne remet pas tout ça dans de l'orga et où on se dit qu'on peut faire juste la partie marketing, eh bien, en fait, on a toutes les chances d'être dans le greenwashing. C'est-à-dire qu'en réalité, vous regardez tout ce qui a été décrit par Siem, si on fait que la partie marketing sans aller dans le business model, c'est-à-dire sans transformer des processus d'opération, des processus d'approvisionnement, des processus de relations clients, en fait, en réalité, eh bien, c'est la caractéristique du greenwashing. Alors, c'est un petit peu radical parce que, évidemment, la conception du produit en tant que tel, avec l'éco-conception, par exemple, Agnès en parlait un instant, on est déjà en train de modifier des choses. Mais vous voyez qu'en réalité, la question de la soutenabilité, elle suppose quand même d'aller aller dans l'épaisseur organisationnelle et l'ensemble des processus. Voilà. Et donc, c'est un peu, moi, mon point de vue, c'est justement de dire, et c'est pour ça que je trouve génial qu'il y ait ce type de webinar de manière générale à l'AFM, parce que je trouve que le marketing arrive en général assez tard dans le fait de se saisir de ces thèmes de transformation, alors que pour moi, c'est la fonction et la discipline qui était la mieux armée, hein, le travail sur la valeur, etc., pour se saisir de ces thèmes de transfo de business model. Ok. 100% d'accord. Ouais, d'accord aussi. complètement. Marketing a besoin des autres disciplines. Ouais. On va peut-être dire le mot de la fin. Vas-y, Flo. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, il y a quelques partages d'expériences dans le chat aussi. Arnaud Ducour nous parle d'exercices de réflexion avec ses étudiants sur le modèle de Veja. D'autres d'un cas CCMP. Donc, j'invite ceux qui assistent au webinaire à regarder un peu ce qu'il dit dans le chat pour peut-être avoir plus de billes. Après, oui, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci Siem, merci Xavier de nous avoir un peu éclairé, même si je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour maîtriser vraiment le sujet. On vous invitait avec Agnès au prochain congrès de l'AFM, puisque nous avons prévu de faire une table ronde sur les outils pédagogiques en lien avec les limites planétaires et les enseignements en marketing. Et nous serions preneurs de tout retour d'expérience de votre part pour participer à cette table ronde, de manière à ce qu'on puisse échanger sur les outils et notamment tout ce qui peut être serious game, jeux d'entreprise, des ateliers divers et variés que vous auriez pu tester et qui vous paraissent d'une valeur certaine pour arriver à mieux appréhender ces questions. On serait vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc dans ce cadre-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. De manière à ce qu'on puisse voir comment on peut organiser tout ça pour les journées de l'AFM. Voilà, des petits témoignages sur, vous avez utilisé une fresque qui vous a plu, vous avez utilisé un serious game qui vous a plu, ou pas d'ailleurs, si ça vous semble pas tellement adapté, c'est aussi intéressant. En tout cas, on va essayer de faire une table ronde avec des témoignages de collègues enseignants qui ont utilisé des outils et qui peuvent
aider donc les autres à s'en faire une idée. Donc, on aimerait que cette session de l'AFM, qui va durer à peu près 1 h 15, j'imagine, soit animée par voilà, des personnalités variées qui utilisaient différents outils. Donc, on sait parmi vous qu'il y a des gens qui ont testé des outils. Donc, si vous avez envie de nous faire signe, on sera heureux de vous faire participer à cette session de l'AFM du 14 au 16 juin à Lille, si je ne dis pas de bêtises. Mai, 14 ou 16 mai. 14 au 16 mai à Lille. Voilà. On va peut-être conclure sur ce mot parce qu'il est déjà un petit peu tard. Donc un énorme merci et puis rendez-vous voilà, pour ceux qui pourront s'y rendre à l'AFM. Et un grand merci encore Xavier, puisqu'on n'aura pas l'occasion de te croiser là-bas. Merci. Donc merci Siem, merci Xavier, à vous deux. Merci à vous, merci Agnès, merci Florence, merci à l'AFM pour ce beaucoup à tous. webinaire.